Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Et un des meilleurs outils pour devenir une meilleure version de soi-même, pour en savoir plus, c'est des interviews. Voilà pourquoi je fais des interviews. Et aujourd'hui, dans cette interview, vous allez découvrir qui ? Vous allez découvrir Alexis Minkela, le responsable de l'écosystème Tribu Indé. Une fois de plus, c'est une interview ultra riche. Elle vous concerne d'autant plus si vous êtes freelance ou que vous voulez le devenir. Vous allez entendre une personne joviale et dynamique que je surnommerai Mister Parallèle. Oui, Alexis n'a jamais qu'un seul projet en cours, ou très rarement. En plus, vous allez voir que c'est aussi, je ne le répète à personne, c'est aussi un Pokémon. Ouais, c'est un Pokémon, Alexis. Rien que cela doit vous donner envie d'écouter l'épisode, non ? Vous allez voir que c'est aussi important de se préparer, de lire, de partager, de tisser des liens, de s'enrichir les uns les autres et surtout de créer son facteur différenciant. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse de suite avec l'interview d'Alexis. Eh bien écoute, bonjour Alexis, merci d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci à toi, bonjour Jean-Michel, merci à toi de m'inviter dans ton podcast. Eh bien écoute, à moi je te connais un petit peu parce que j'écoute ton podcast, je te suis sur LinkedIn, mais nos auditeurs ne te connaissent sûrement pas. Est-ce que rapidement tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Je m'appelle donc Alexis Minkela, j'ai 28 ans et je suis le créateur d'un projet qui s'appelle Tribu Indé, qui a démarré par un podcast à destination des indépendants et des freelances. Et puis l'écosystème, au fur et à mesure des années, s'est développé. Il y a maintenant une newsletter, des événements, un bootcamp pour les indépendants, donc une sorte de formation en ligne, et puis un livre. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros aux éditions Erol. Donc ça, c'est 90% de mon temps. Et puis les 10% restants, je suis encore freelance. Donc je suis encore un prestataire de services pour des entreprises B2B, notamment des startups très tech. Et mon job, c'est de les aider à améliorer notamment leur conversion sur leur site, sur leur page de présentation, sur leurs emails, grâce au contenu et notamment au copywriting. Ouh là, donc très très riche. Tu ne dois pas t'ennuyer, tes journées doivent être bien remplies du coup. Ah, effectivement, ouais. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi avoir commencé par des études de commerce ? Qu'est-ce qui t'a séduit a priori quand tu t'es lancé là-dedans ? Moi, en fait, à la suite de mon bac, je savais pas forcément ce que je voulais faire. En tout cas, je savais déjà quel type d'études je voulais pas faire. Certains savent déjà et on l'a vu être tracé. Moi, je savais déjà ce que je voulais pas faire. J'ai pas trop aimé moi le lycée. Ça a pas été une période en termes de cours et tout. Je m'ennuyais. Je savais pas trop. Je comprenais pas trop le sens de tout ce que je faisais, etc. Et donc, par exemple, tu vois, je voulais surtout pas aller en prépa parce que je sais que la prépa était la continuité de ce que je faisais au lycée, et donc je voulais surtout pas reprendre un système de cours très cadré avec des cours très académiques, etc. Et donc déjà tu retires ça, il reste la fac, mais pareil, j'avais pas forcément envie de choisir déjà une spécificité, de faire de l'économie, de faire de la médecine ou ce genre de choses. Et un peu par hasard, un des fils d'amis de mes parents avait fait un DUT technique de commercialisation, et donc il m'en parle et je me dis ça a l'air chouette. En gros, c'est quoi ? C'est une formation sur 2 ans qui t'apprend un peu toutes les bases commerciales, de la logistique, de la finance, du marketing, de la vente, de la négociation, etc. Et je vois que c'est à Paris, que c'est des petites promotions, que là je vais toucher à des choses très très concrètes, etc. Et donc je me dis tiens, ça peut être pas mal, c'est sur 2 ans, ça va me changer des matières que j'ai l'habitude. Et donc je rentre un peu par hasard dans un DUT, et il se trouve que ça me plaît, que je m'y retrouve aussi, je trouve que les cours sont intéressants, je vois tout de suite l'application, tu vois. On parle de logistique, on prend des exemples très concrets d'entreprises de transport, on parle de merchandising, en fait j'ai enfin compris comment était par exemple pensé un supermarché, pourquoi est-ce qu'il y avait un sens pour aller faire ses courses, etc. Bref, en fait à chaque jour j'apprenais de nouveaux trucs, je me disais tiens, c'est marrant, ce que j'ai vu dans la rue, ok, je comprends mieux maintenant pourquoi. Et donc en fait après les UT, généralement soit tu t'arrêtes, soit le parcours classique, c'est d'aller en école de commerce et de passer des concours avec des systèmes de passerelles. Et donc c'est comme ça un peu que je me dis je continue, je pars en école de commerce.
toujours un peu la théorie du non-choix. Tu vois, en école de commerce, ça reste très très large et tu te spécialises qu'en dernière année. Et donc voilà un peu pourquoi et comment je me suis retrouvé à faire un peu une école de commerce, un peu par hasard, tu vois. Moi, je suis pas du tout le gars qui a une âme d'entrepreneur, une âme de commercial, qui vendait des citronnades à la kermesse, etc. Moi, je suis pas du tout de ce truc-là. J'étais au contraire très très timide quand j'étais petit. Donc voilà comment je me retrouve un peu à faire du commerce sans trop savoir pourquoi, comment et par quel hasard je me retrouve ici. Et voilà, rencontre qui fait que je me dis tiens, c'est chouette, je mets un doigt dans quelque chose qui est intéressant et puis je continue de poursuivre, quoi. D'accord, donc par hasard dans le commerce. Mais alors, si je ne me trompe pas, donc en parallèle de ton école de commerce, on a bien compris que tu aimes faire plein de choses. Tu as commencé à te former de ton côté en parallèle. Peux-tu nous dire à quoi tu t'es formé et pourquoi tu as décidé de te former à ces nouvelles choses? En fait, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément fait d'école de commerce ou qui en entendent parler de l'extérieur avec les articles, etc., c'est parfois malheureusement très caricatural, mais il y a une part de vrai dans ce qui se passe dans les écoles de commerce, c'est que beaucoup passent plus de temps à faire la fête que d'apprendre des choses. Ça fait partie, on va dire, de la formation. Mais moi, je trouvais que il me manquait un truc. C'est-à-dire qu'en première année d'école, donc c'est un tronc commun, je suis beaucoup occupé parce que j'intègre une association qui s'appelle Bretagne Conseil, qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle la Junior Entreprise. Pour faire très très simple, c'est quoi une junior entreprise dans les écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs? C'est des sortes de mini cabinets de conseil où on propose des études de marché à des entreprises locales. Il se trouve que j'intègre cet asso-là, je deviens président de cet asso-là, et donc à l'époque, c'est à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel qu'on gère avec une équipe d'une petite vingtaine de personnes, alors qu'on n'y connaît pas grand-chose, pour être honnête, qu'on n'a jamais fait de compta, qu'on n'a jamais rien vendu, et donc ça, si tu veux, ça me prend beaucoup de temps. Ça dure un peu plus d'un an. Après un an, moi je quitte l'école et je vais à l'étranger pour faire 6 mois d'échange, et quand je reviens, j'ai plus rien. Et donc je me dis, ok, les cours c'est chouette, mais en fait j'ai peut-être 20 heures de cours par semaine, ça me suffit pas. Et je me rends compte aussi d'une chose, c'est que après avoir goûté au monde professionnel avec cette association-là, je me rends compte qu'il y a un petit décalage entre ce que j'apprends et ce qui se passe vraiment sur le marché et dans la vie réelle. Je prends un exemple très concret du marketing. Moi, je déplore encore malheureusement que les cours de marketing en école de commerce, on prenne souvent des exemples de Netflix, de Tesla, de Coca-Cola, d'Apple, ce qui sont des super boîtes et c'est génial. Sauf que c'est 1% des boîtes dans lequel le marketing n'est pas vraiment le marketing de 90% des entreprises, qui est plus un marketing, je dirais, de visibilité, de réassurance, de concept, etc. Plus que d'aller chercher des clients, d'aller convaincre des clients, quoi. La marque est déjà connue. Et donc je me dis, en fait, il me manque des choses, quoi. Enfin, moi, si demain je vais dans une boîte, que je dois faire du marketing, je ne sais pas quoi faire, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une base de 10 millions de clients à qui je peux envoyer un email et je sais que ça fera des ventes, etc. Et donc, c'est là où je commence à me dire, comment est-ce que je peux essayer de me former? Et alors, je lis énormément et je regarde beaucoup de vidéos YouTube, comme beaucoup d'ailleurs. Mais si tu veux, je reste très scolaire dans l'apprentissage même à côté de l'école, où tu vois, je découvre à ce moment-là un écosystème qui s'appelle The Family, qui était à l'époque une sorte d'incubateur de grande famille de start-up avec un énorme écosystème de contenu, de conférences sur plein de métiers. Tu vois, par exemple, ils avaient fait des conférences sur les métiers du conseil, les métiers de l'informatique, etc. Et en fait, je regarde ces conférences-là, et dès qu'ils parlent de quelqu'un que je connais pas, d'une ressource que je connais pas, je me la note, je vais la regarder. Je lis des livres, notamment des livres américains, qui sont souvent un peu plus avancés que ce qu'on a en France. À la fin des livres, je vois qu'il y a toute une liste, une bibliographie, je prends les 3-4 premiers, je les lis, et en fait, tu vois, de fil en aiguille, je me retrouve à passer mes journées à bouquiner, à prendre des notes et à apprendre en fait dans mon coin en parallèle de ce que j'apprends en école, quoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je me disais, là, j'ai pas le bon bagage. En tout cas, j'ai pas un bagage suffisant pour aller me démarquer de mes autres copains de promo qui en fait ont fait les mêmes choses que moi, qui ont fait les mêmes stages que moi, qui ont suivi les mêmes cours que moi. Et ça, à l'échelle de mon école, c'est bien, mais à l'échelle de toute la France, c'est des milliers de personnes qui ont les mêmes compétences que moi et qui ont les mêmes choses à montrer. Et donc moi, je voulais me dire, attends, moi je veux pas subir et prendre un job par défaut, etc. Et donc je veux avoir le contrôle là-dessus, et pour avoir le contrôle, il faut que je montre que je suis crédible et qu'en tout cas je suis plus crédible que les autres. Et c'est là où
je commence à me dire, bah tiens, le marketing ça me plaît. Dans le marketing, il y a plein de domaines, tu vois, de spécificités. Bah, il y a un sujet que j'aime bien et que j'ai envie de creuser, qui est l'écriture, et c'est là où je commence à mettre à profit tout ce que j'apprends, et je commence à écrire petit à petit, notamment sur Internet. Et là, on est en 2016 à peu près. Ok, donc 2016 que tu commences à écrire ces articles. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire tous ces articles-là? C'est 80% des opportunités que j'ai eues sur les années suivantes. Hein. On soupçonne pas on soupçonne pas le pouvoir, alors dans mon cadre de l'écriture et de ce que j'ai pu écrire, mais on soupçonne pas le pouvoir de partager des choses, de créer des contenus, etc. à un moment où c'est pas vital pour nous. Tu vois, moi, si tu veux, j'étais étudiant, j'ai eu la chance que mes parents puissent me payer mes études, j'étais à l'abri, tu vois, globalement, je risquais pas grand-chose. J'avais, après une école de commerce, si ça se passe bien, t'es à l'abri aussi d'un job. Alors tu peux avoir un job qui te plaît pas trop, mais si tu veux, t'as la possibilité d'avoir un job quel qu'il soit. Ce qui est quand même une bonne chose, notamment quand tu vois la conjoncture actuelle. Donc si tu veux, j'avais pas de pression de me dire c'est la dernière chance, il faut absolument que je fasse ça, sinon c'est la fin pour moi, etc. etc. Et ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, d'un point de vue personnel et égoïste, moi ça m'a appris à déjà m'entraîner sur quelque chose que je faisais pas et qu'on fait de moins en moins, c'est-à-dire écrire, réfléchir, développer une pensée, avoir une argumentation, etc. On le fait de moins en moins, tu vois. C'est beaucoup de micro-réflexions, même dans une entreprise. Assez peu de gens écrivent, si ce n'est des emails, etc. Et donc ça m'a permis, tu vois, déjà de coucher sur le papier et de mieux penser des idées que j'ai pu lire, sur lesquelles j'ai pu passer du temps, etc. Et ça m'aide encore aujourd'hui, tu vois, même à l'oral, ça me permet, avant une présentation, avant une conférence, de pouvoir beaucoup plus vite structurer mes pensées. Et d'un point de vue externe maintenant, ça m'a permis d'avoir d'énormes opportunités, de commencer à avoir des personnes qui gravitent autour des contenus, et du coup de rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, parfois d'autres étudiants, parfois des personnes qui sont déjà dans le monde professionnel, et parfois même des recruteurs, des gens qui derrière m'ont fait des propositions de job. Parce que, au-delà de dire, tu vois, j'adore le marketing, j'ai fait une école de commerce, j'ai envie de travailler dans le marketing, embauchez-moi. Là, si tu veux, c'était j'aime le marketing, j'ai envie de bosser en marketing dans une boîte, et en plus de ça, j'ai envie de travailler sur la création de contenu, et ça tombe bien, j'ai des trucs à vous montrer. Alors que 99% des étudiants avaient rien à montrer, si ce n'est leur projet, etc., enfin leur projet d'école obligatoire, etc. Donc en fait là, sans même avoir besoin de négocier, de me vendre en entretien, les premières questions, en fait on parlait de mes articles. Je me souviens encore, on me parlait de mes articles, on me parlait de « Ah tiens, où est-ce que tu as trouvé cette info ? Qu'est-ce que tu penses de ça ?» et tout. Mon tout premier article était sur Tesla justement, sur le paradigme entre Tesla et Uber, à l'époque où Uber voulait commencer à travailler sur des voitures autonomes à l'époque. Et donc c'était la question, et à l'inverse, Tesla aussi voulait travailler sur des flottes de voitures, et donc je faisais le parallèle là-dessus. Ce qui en fait crée de la conversation et crée des échanges. Donc en fait ça m'a permis d'avoir mes premières opportunités de mission en freelance, mais aussi premières opportunités de job lorsque j'ai rejoint mon premier job en CDI. Et encore aujourd'hui, parfois on me parle d'anciens articles que j'ai écrits et des personnes qui étaient dans ma promo qui me contactent aujourd'hui en me disant en fait je te suis depuis 2016 que tu écrivais tes articles, je te l'ai jamais trop dit, mais voilà, j'ai suivi le développement de cette manière-là, quoi. Ouais, du coup, cette rédaction-là a permis de développer ta visibilité, tout simplement aussi. C'est ça qu'on va faire. Donc, et il y a un truc qui est pertinent que j'aime bien, c'est le fait de, comme tu dis, d'écrire des articles te permet d'être plus à l'aise en prise de parole. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je dis, j'insiste beaucoup sur la préparation, parce que les gens me trouvent à l'aise dans la prise de parole, mais ils ne savent pas le nombre de textes et de lignes que j'ai pu écrire. Et comme tu dis, ça structure ta pensée. C'est vrai que je te rejoins, et c'est vrai là-dessus, voilà, comme tu parlais de la faculté d'attention, on a moins de faculté d'attention, on a moins l'habitude de structurer, mais le fait d'écrire des discours ou de mettre une structure nous permet d'être plus à l'aise quand on doit parler directement, parce que je pense qu'on est bien connecté là-haut du coup. Et j'avais des choses à montrer surtout. C'est ça c'est presque le plus important, c'est-à-dire que au-delà de dire je suis motivé, j'ai envie de faire ça, là si tu veux je montre par l'exemple
que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, quoi. Et donc, derrière, j'ai même plus besoin de... Tu vois, les gens ont même plus besoin de me poser de questions sur qu'est-ce qui te motive dans l'entreprise, qu'est-ce que tu as déjà fait, etc. En fait, ils peuvent, de manière asynchrone et autonome, déjà regarder le mini écosystème que j'avais créé à l'époque. J'écrivais sur une plateforme qui s'appelait Medium, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est un peu moins présente aujourd'hui. Et surtout, à l'époque, c'était une plateforme américaine. Je sais pas s'il y avait peut-être 20 personnes qui publiaient, 20 Français qui publiaient régulièrement sur cette plateforme. C'est le grand maximum. Et donc, en fait, je me suis très très vite aussi constitué un petit pool de personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi, qui avaient envie de faire des choses, de lancer des projets. Et d'ailleurs, je pense à notamment Valentin et Onur, qui sont encore des amis avec qui je discute régulièrement aujourd'hui, tu vois, quasiment 6 ans après, quoi. À la fin de tes études donc, d'école de commerce, tu es embauché dans une entreprise, mais en parallèle, là aussi, une autre fois, en parallèle, tu fais beaucoup de choses en parallèle. En parallèle, tu te lances freelancing. C'est vrai. Ben voilà, pareil. Pourquoi tu as décidé de faire ça en parallèle? Et qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi cette activité de freelance? En fait, tu vois, je crois que moi, je n'aime pas choisir. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses en parallèle. Et du coup, le développement... Le non-choix. Exactement. Je pense que c'est le fil rouge d'une première partie de ma vie. Effectivement, moi, je me lance en freelance. On est en 2017. Donc, tu vois, ça faisait 1 an que j'écrivais des articles de mon côté, dans mon coin. Et on était 2 de la promotion à le faire, tu vois. 2 sur une promo de 500 personnes. Ce qui te laisse penser à l'échelle nationale, comme des petites actions mises bout à bout sur 1 an peuvent te créer un avantage concurrentiel et compétitif exceptionnel. Et en gros, à ce moment-là, il y a une plateforme de freelance qui se lance et qui veut mettre en relation des étudiants avec des startups. Et je me dis, bah tiens, moi j'écris déjà des articles, je vois qu'il y a des missions où des entreprises cherchent des rédacteurs pour écrire des articles. Bah, j'ai rien à perdre, je m'inscris sur la plateforme, j'envoie 2-3 devis, je te la fais courte, mais en gros, j'envoie quelques devis, les premiers signent pas, je baisse mes prix comme jamais, ça signe comme par hasard, et en fait, je commence le freelancing un peu comme ça, quoi, sans me dire, je vais devenir freelance. Vraiment, je prends quelques missions, ça me fait un peu mon argent pour payer les soirées le week-end. Là encore, on est 3-4 à le faire un maximum dans la promo, du coup, on se file des tips entre nous, etc. Et il se trouve que grâce à ces articles-là, au moment où je suis diplômé, j'ai même pas besoin d'envoyer une seule candidature. J'ai déjà 5-6 propositions de jobs qui me viennent directement parce que les gens m'ont contacté sur LinkedIn, sur Medium, etc., etc. Et donc j'ai la possibilité de choisir, ce qui est quand même un luxe. Et il se trouve, la vie est bien faite, que je rejoins cette même plateforme de freelance qui m'avait fait travailler 1 année auparavant, pour reprendre un job de content manager, c'est-à-dire de gérer toute la partie contenu sur cette plateforme de freelance. Et étant donné que la partie freelance continuait de se développer, je leur avais dit, moi pas de problème pour bosser en CDI, par contre j'ai toujours envie de prendre quelques missions parce que ça arrive comme ça, il y a des belles opportunités, c'est chouette, ça me fait un bon complément de revenus, est-ce que vous êtes OK? Et à l'époque il m'a dit, pas aucun problème, il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Donc c'est pour ça que tu vois, le soir et le week-end, moi je bossais en freelance, donc c'était pas toutes les semaines facile. Mais ça me faisait un complément de revenu. 2, mine de rien, sans le savoir, ça me préparait à la suite qui allait arriver 1 an plus tard. 3, j'apprenais plein de choses parce que du coup, j'étais pas mono-entreprise, mais je voyais plein de cas différents d'entreprise. Je commençais à comprendre ce que ça voulait dire une relation client, une négociation commerciale, un pilotage projet, etc. Et donc, en fait, tu vois, c'est un peu mon bac à sable où je risque pas grand-chose, tu vois. Si la mission dure un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Si la mission est pas super bien payée, c'est pas très grave parce que j'ai un salaire à côté. Donc en fait, tu vois, je teste plein de trucs. Je commence à tester des positionnements, je commence à tester des offres, je commence aussi à augmenter mes prix. Mais tout ça dans un cadre sécurisant parce que j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois avec mon CDI. Donc voilà pourquoi est-ce que je continue ça en parallèle, parce que ça me permet de tester des choses sans prendre trop de risques, quoi. Alors ça me fait des grosses journées. Ça me demande de faire des sacrifices. Parfois, je pouvais pas aller boire un verre avec les copains parce que j'avais une mission à terminer. Mais si tu veux, t'as rien sans rien, quoi. Je veux dire, ce serait trop beau de se dire j'atteins mes objectifs et mon rêve c'est de faire X, Y, Z sans y mettre l'effort pour y arriver, quoi. Donc voilà, moi je suis très très content d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, je te dirais que
l'énergie, l'intensité que j'ai mis me donne raison là en 2022, quoi. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à des étudiants qui voudraient faire comme toi, avoir une activité en parallèle de leurs études? Alors, soit, moi je vois bien deux objectifs, avoir plus de revenus, un revenu parallèle, bien évidemment, pour, comme tu dis, pouvoir faire la fête éventuellement, se payer un week-end, ou alors préparer, avoir un facteur différenciant à la fin des études pour, après le diplôme, quoi. Déjà, je pense qu'un un truc à garder en tête, c'est de ne pas se mettre trop de pression. C'est-à-dire que plus tu vas te mettre de pression, plus ça va être plus ça va te mettre de contraintes et moins tu vas passer à l'action et moins tu vas faire de choses. Donc déjà, c'est de se dire, je teste ça, je me donne 3 mois, 4 mois pour le faire, je me mets pas de pression sur les résultats, etc. Je fais d'abord ça aussi pour m'amuser, quoi. Pour le coup, moi, j'ai jamais vu ça comme une contrainte. Quand j'écrivais des articles, quand j'étais étudiant, je voyais ça plus comme un jeu et je trouvais que l'exercice intellectuel était intéressant et challengeant. Jamais jamais j'ai soufflé en me mettant à mon bureau en me disant ça me saoule. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est dur et tu dis bon, la motive elle est pas là, mais tu fais confiance au process. Donc ça, je pense que c'est important de pas trop se mettre la pression. Deuxième point, c'est de se dire aussi de pas se fixer des objectifs trop ambitieux, tu vois. Moi, je m'étais pas fixé l'objectif de faire X milliers de vues, de gagner X milliers d'euros. Non, je voulais juste amener une petite pièce à un édifice qui, au fil des années, deviendrait ma carrière professionnelle. Et ensuite, c'est de se dire, qu'est-ce qui te fait... Je trouve que il faut réussir à mixer une opportunité que tu vois sur un marché. Typiquement, moi, l'opportunité de me placer sur une plateforme et d'écrire des articles en étant étudiant alors que personne ne le fait. Ok, donc opportunité marché. Et le plaisir perso que tu en retires, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours énormément lu. Moi, tu vois, quand j'étais plus petit, je préférais rester dans ma chambre et lire que limite d'aller jouer avec les copains. Donc, j'ai toujours eu ce côté, j'écrivais des histoires quand j'étais petit et tout. Donc, en fait, tu vois, j'ai mixé un truc que je trouvais cool et l'exercice, je le trouvais intéressant d'écrire avec une opportunité. Mais par exemple, tu pourrais avoir ça sur les films. Si par exemple, tu es passionné de films et que tu regardes énormément de films au ciné, sur Netflix, des séries, peu importe, tu pourrais très bien faire un podcast si t'aimes le format audio ou des articles si t'aimes le format contenu et dire en fait je me fais un petit blog sur une série que je regarde chaque semaine et que je vais commenter, je vais donner mon analyse, etc. On s'en fiche si ça a déjà été fait, on s'en fiche si Allociné est 15 fois plus gros et 100 fois plus gros que nous et on le fait. C'est pas grave parce que l'idée c'est pas d'être numéro 1, mais c'est de faire un projet qui te fait plaisir, qui te fait kiffer et potentiellement de générer des opportunités. Si demain, je sais pas, t'as envie de travailler dans l'univers de la prod, dans l'audiovisuel, peu importe, t'auras des choses à montrer que 99% des étudiants qui veulent bosser dans ce marché-là auront même pas fait l'effort de créer un petit site, un petit blog, un petit podcast. On s'en fiche du nombre de vues, tu vois. Le plus important, c'est d'avoir fait des choses et de montrer ta motivation. Ouais, on en revient à ce facteur de différenciation que tu dis. Voilà, moi, en tant que recruteur, c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde. Une fois, j'ai recruté une personne, voilà, le gars avait été skipper sur un bateau, enfin, tu vois, donc ça montrait des capacités d'organisation, voilà, ça montre plein de choses. Voilà, c'est un facteur différenciant. Et voilà, le fait que, comme tu dis, c'est intéressant. Donc, si on est passionné par quelque chose, on peut le transformer en quelque chose d'autre. Ok. Et puis, janvier 2019 arrive, c'est un tournant pour toi. Peux-tu nous en dire plus? Ouais, effectivement, je reste. Donc moi, à la fin de mes études, je choisis de prendre un CDI pendant un peu moins d'un an. Pour plein de raisons diverses et variées, je décide de quitter cette boîte. Et là, on est en décembre 2018. Et donc, janvier 2019, j'avais deux choix. Soit de reprendre un autre CDI dans une start-up, ou bien de me dire, ce que j'ai fait depuis quelques années en side project, le soir et le week-end, est-ce que ça pourrait pas devenir le projet qui occupe mes journées, et puis je trouverais bien quelque chose à faire le soir et le week-end en parallèle. Et donc, c'est comme ça que là, je me dis... À l'époque, je pense que j'avais 25 ans, pas de prêt sur le dos, pas d'enfant, on n'avait pas trop de contraintes avec ma copine. Je me suis dit, si je le fais pas maintenant, en fait, je le ferai jamais. Je le ferai jamais, et c'est pas à 50 ans où c'est beaucoup plus difficile, tu vois, où, de tout quitter, de tout refaire, etc. Donc, je me dis, let's go. Et au pire, en fait, je teste un an, je m'étais donné un an. Et si ça marche pas, c'est pas grave. En fait, j'ai déjà construit des choses avant, et donc j'aurai des choses à valoir, et je retrouverai forcément un job. En tout cas, je me donnerai les moyens de retrouver un job. Et donc, c'est comme ça qu'en janvier 2019, je me dis,
je deviens freelance à temps plein. Ça devient le bac à sable qui était là depuis 2 ans, devient mon terrain de jeu principal. Et donc, je me lance en tant que copywriter, toujours sur des boîtes B2B parce que c'est ce que je connaissais. Là encore, tu vois, différenciation marché, je voyais l'opportunité parce que je l'avais vu dans les différentes boîtes, les différentes missions freelance que j'avais faites. C'est un profil qui est difficile à trouver en B2B. Très simple à trouver en B2C ou pour des infopreneurs, des gens qui vendent de la formation. Mais en B2B, c'est un peu plus rare. Donc voilà comment je me lance vraiment à 100% en janvier 2019. Et donc tu lances ton fameux podcast Tribu Indé. Alors, tiens, pourquoi Tribu Indé? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, est-ce que tu veux que je te fasse l'histoire, l'histoire storytellée ou je te donne la réalité la réalité du projet? Allez, vas-y, dans la réalité. En gros, ce qui se passe, c'est que de janvier à mars inclus, je fais qu'une seule chose là pour le coup. Il n'y a pas de projet en parallèle. L'objectif, c'est en 3 mois de retrouver le niveau de salaire que j'avais lorsque j'étais en CDI. Je fonctionne en plan 90 jours. 90 jours égale 3 mois, donc un trimestre. Et donc, c'est mon seul et unique objectif du premier trimestre 2019. Objectif que j'atteins, et je me rends compte qu'à ce moment-là, tu vois, je me dis, ok, j'ai atteint le palier, l'objectif, mais je sens que, tu vois, il y a des trucs que je maîtrise pas encore. Je sais, tu vois, il y a des choses sur lesquelles ça arrive un peu par opportunité, je sais pas trop si ce que je fais en termes de gestion de projet fonctionne bien, etc. Et c'est là que j'ai l'idée de lancer le podcast, qui d'ailleurs avait un autre nom avant, je vais t'en dire un peu plus après. Et donc j'ai l'idée de lancer ce podcast-là en me disant, j'ai travaillé pour une plateforme de freelance, je crée du contenu pour cette plateforme de freelance. Donc pendant plus d'1 an, je connaissais extrêmement bien l'écosystème de contenu concurrentiel, etc. Et j'avais identifié depuis le jour 1 que sur le podcast, ça paraît dingue de dire ça, mais en 2019, il n'y avait pas de podcast focus freelance indépendant. Il y a plein de podcasts business, entrepreneuriat, mais si tu veux écouter Marc Simoncini de Mythique nous raconter sa vie d'entrepreneur, c'est bien, mais côté indépendant, que tu vends de la prestat de service et que tu es solo dans ta boîte, ces conseils, ils sont sympas, c'est inspirant, etc., mais ça t'aide pas à avancer. Donc en fait, il n'y avait pas de podcast purement indépendant sur des sujets business. Et moi qui écoutais plein de podcasts, tu vois, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, le kiff d'écouter des podcasts et de me dire, moi aussi j'ai envie d'en faire un, les intervieweurs ont l'air de s'amuser, mixé avec une opportunité du marché qui est, il n'y a pas de podcast, il y a un trou dans la raquette, si j'arrive, je suis sûr qu'il y en a plein, il y a plein d'indépendants qui aimeraient écouter ce genre de podcast. Et donc je lance ce podcast-là, tu vois, globalement en avril 2019, je lance le podcast, qui s'appelait à l'époque Explore, toujours dans cette exploration, aller chercher d'autres choses, etc. Et il se trouve que le podcast commence à bien prendre, et quelques mois après, je reçois mes parents chez eux reçoivent un courrier en me disant Alexis, qu'est-ce que t'as encore fait? On vient de recevoir un recommandé, c'est un cabinet d'avocats. Je lui dis ouvre-le, dis-moi ce qu'il y a. Je sais pas, enfin j'ai rien fait de mal pourtant. Et donc elle l'ouvre, elle me lit le message, la lettre et en fait une entreprise m'attaquait pour le nom Explore que j'avais pas le droit d'utiliser pour des droits de propriété, etc. Donc moi, un petit peu en stress, je me dis ok, je viens de passer 3 mois à parler de la marque Explore, d'appuyer ça. Maintenant il faut que je change de nom. Et donc c'est comme ça que, d'ailleurs, si Alexandre Breng écoute le podcast, un jour, je lui fais un petit clin d'œil parce que avec lui et d'autres, j'ai essayé de réfléchir à un nom qui du coup qui faisait un peu plus sens une fois le positionnement un peu trouvé sur la partie freelance. Et c'est comme ça que Tribu Indé est arrivé. Ça vient de plein de choses, mais notamment aussi d'un livre moi qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Tribes de Seth Godin. Et voilà, il y avait ce côté tribu, famille. Je voulais pas un podcast qui s'appelle le podcast d'Alexis Minkela parce que je suis pas très égo trip et je voulais quelque chose de plutôt fédérateur, qui rassemble avec ce point indé, freelance, etc. parce que c'est ce que je suis et c'est à ces personnes-là que j'ai envie de m'adresser. Donc voilà comment Tribu Indé, le changement de nom, qui a d'ailleurs été ultra bénéfique parce que au moment du changement de nom, j'en ai profité pour faire un peu de contenu.
Là-dessus, ce qui a beaucoup fait parler, notamment sur LinkedIn et ailleurs, qui a beaucoup été repris, qui m'a permis du coup de faire connaître le podcast. Et ce changement de nom, il est ultra bénéfique parce qu'il est beaucoup plus concret, il est beaucoup plus parlant aussi derrière le projet, et plus que Explore qui reste très vague. Du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'apporte ton podcast, Tribu Indé, aux indépendants qui l'écoutent? Plein de choses. Je te dirais que l'objectif principal, c'est plutôt de donner des clés concrètes de réussite plus que d'inspirer. Si tu veux, l'inspiration, pour moi, c'est la conséquence d'une discussion, de conseils que tu as pu avoir, mais je pense pas le podcast en voulant en faire un podcast inspirant. J'ai pensé le podcast pour en faire un contenu concret et le plus actionnable possible. Parce que en fait, je trouvais que ça manquait de contenu concret, quoi. Plein d'entreprises de l'écosystème s'emparent des sujets freelance, etc. et parlent de ça, mais ne sont pas eux-mêmes freelance, donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir un point de vue qui est parfois un peu biaisé. Moi, je voulais que moi, indépendant, je puisse poser des questions à d'autres indépendants et qu'on puisse vraiment parler de freelancing, d'indépendance de manière très concrète, très opérationnelle. Donc c'est vraiment ça l'objectif du podcast, c'est que à chaque épisode, on aborde différents sujets, et c'est de comprendre à travers le parcours, les stratégies qui ont été mises en place par les invités, qu'est-ce qu'on peut extraire pour soi, déjà pour moi, d'un point de vue égoïste, qu'est-ce que je peux réutiliser dans mon propre business, et comment les auditeurs et auditrices peuvent réutiliser des techniques, des stratégies, des réflexions, etc. à leur propre métier, à leur propre marché, pour du coup devenir de meilleurs freelances et faire grossir leur activité. D'accord. Et du coup, le podcast a grandi, puisque au départ, tu étais parti pour 10 épisodes, si je ne me trompe pas. Et puis, en fin de compte, de fil en aiguille, ça a grossi. Mais même, ça allait plus loin que ça, puisque Tribu Indé est devenu, comme tu le dis, un écosystème. Peux-tu nous dire à nos auditeurs, c'est quoi cet écosystème Tribu Indé? Ouais, j'aime bien. J'ai été interviewé il y a quelques semaines dans un autre podcast, et l'intervieweur me dit Alexis, t'es un peu comme un Pokémon rare. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me dit ça. Et moi, en grand geek enfant, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et en fait, j'ai vu tout de suite le parallèle entre, par exemple, les Pokémon et puis Tribu Indé. Les Pokémon, ils évoluent, tu vois, il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. En fait, je peux un peu voir le podcast, enfin le Tribu Indé a posteriori, un peu comme ça. Tu vois, si on reprend la timeline, 2019, je suis freelance à temps plein, Tribu Indé devient le side project le soir et le week-end. Ok ? Il faut toujours trouver quelque chose à faire le soir et le week-end. Donc en fait, ça devient un side project, 2019. 2020, effectivement, c'est là où j'ai une proposition d'un éditeur pour écrire un livre. Donc tu vois, on revient aussi sur les articles forcément ça donne confiance à un éditeur quand tu as déjà écrit des dizaines et des dizaines d'articles. Et donc j'écris mon livre en 2020, je lance d'autres formats, une newsletter, des événements sur LinkedIn et ailleurs. Et donc là, 2020, je me dis, ok, passons d'un side project à un petit média dédié aux indépendants en ligne. Il se passe l'année 2020, et 2021, je me dis, comment est-ce qu'on peut faire encore une fois évoluer comme un Pokémon le projet ? Et là, je me dis, passons d'un média, à un business qui me permet de gagner ma vie, de retrouver les milliers d'heures que j'ai investies dedans d'un point de vue financier, et créons des nouveaux produits, des nouveaux partenariats, etc. Donc tu vois, c'est comme ça que ça a évolué au fur et à mesure des années, ça a pris du temps, et aujourd'hui c'est un écosystème où effectivement il y a le podcast qui reprend en 2022, qui s'est un peu éteint entre guillemets en 2021, mais qui va reprendre en 2022. Tu as le livre, donc Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui continue de très bien se vendre. Là ça fait, on a fêté, j'ai fêté les 1 an il y a quelques jours. Tu as une newsletter maintenant qui regroupe à peu près un peu plus de 6000 personnes. Tu as un compte Instagram que j'ai lancé en fin 2020, une chaîne YouTube, et donc voilà, au fur et à mesure, je rajoute tous les 6 mois, je rajoute une nouvelle brique à l'écosystème Tribu Indé, qui est toujours focalisé sur l'indépendance d'une manière ou d'une autre. Donc tu as certains contenus qui sont plus inspirants que d'autres, certains contenus qui sont plus courts que d'autres qui sont plus actionnables, etc. Mais voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Et puis récemment, effectivement, il y a eu le bootcamp qui est la pierre angulaire de la partie business, parce que produits payants, programme d'accompagnement payant, etc.,
qui me permet de transformer, en plus des partenariats, Tribu1D d'un média à un business. Ok, alors avant de parler du bootcamp, parce que je voulais t'en parler, mais donc ce fameux livre, parce que tu es passé de copywriter, donc c'est quelqu'un qui on va dire des petites choses, des petits articles, tu es passé à écrivain, qui est une autre casquette. Tu as écrit donc Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bouquin ? Je suis freelance, pourquoi j'irai acheter le bouquin ? Écoute, tu retrouves la bible de n'importe quel freelance. Si tu veux, c'est pour moi, j'ai encapsulé toute la méthodologie que moi-même j'ai utilisée, que certains de mes invités ont utilisée. J'ai encapsulé toute cette méthode-là dans un livre, dans lequel en fait on voit tout le parcours chapitre après chapitre. C'est pour ça d'ailleurs que le bouquin s'appelle, on parle d'aventure et on parle de héros parce qu'on est le héros de sa propre aventure et on a la possibilité, la chance de faire ses propres choix et d'évoluer selon ses propres codes quand on est freelance, à la différence d'un salarié. Et donc au fur et à mesure des chapitres, on va de plus en plus loin dans le développement d'une activité. On parle des compétences, de qu'est-ce qu'on pourrait monétiser. Ensuite, on part sur la vision, comment est-ce qu'on peut avoir un cap, comment est-ce qu'on peut tenir un cap sur les prochaines années. Et puis ensuite, on va parler de l'offre, du positionnement, comment est-ce qu'on se positionne sur un marché, avec des exercices, avec des schémas qui ont été pensés spécifiquement dans le livre et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ensuite, on va parler de prix, des stratégies de prix, comment est-ce qu'on va trouver ses premiers clients, quels sont les canaux qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et donc tout ça, en fait, tu vois, au fur et à mesure des chapitres, c'est globalement, j'ai encapsulé toute la méthodologie qu'un freelance, tout ce qu'on peut mettre dans un sac à dos quand on part à l'aventure, quand on est freelance. C'est un livre qui fait à peu près, je ne sais pas le nombre de pages exactes, mais qui doit faire pas loin de 300 pages, avec des bonus qui sont en plus en bonus du coup du livre. Mais globalement, j'ai encapsulé vraiment toute la méthodologie qui, moi, m'a permis de réussir en freelance, d'avoir des revenus très confortables et puis de kiffer aussi le quotidien parce que on oublie aussi que parfois, c'est pas si simple que ça ça demande pas mal de sacrifices, du temps, de l'énergie, que toutes nos actions, elles payent pas toujours. Et donc, c'est aussi un livre, tu vois, là aussi où il y a un côté inspirant de montrer que le business, ça ne doit pas être quelque chose de très compliqué, ça ne doit pas être quelque chose avec 50 000 méthodes, des acronymes dans tous les sens. Et donc j'ai essayé de simplifier les choses pour les rendre les plus accessibles possibles tout en étant le plus concret possible. Ouais, c'est un bouquin qui est pratico-pratique, hein. C'est bien ça. Ah ouais, complètement. Tu as des exercices dedans, tu as des schémas que tu peux compléter. Ouais, bien sûr, le livre, tu as différentes sections dans chacun des chapitres, avec des encadrés, avec des choses à retenir, etc. Je sais que certains l'ont lu même 4 fois, ils le lisent à chaque trimestre. Voilà, à chaque trimestre, j'ai le droit à un petit message de 2-3 personnes qui le relisent. Donc il est stabiloté dans tous les sens, il y a des post-it dans tous les sens. Donc ouais, c'est clairement un livre pratico-pratique. C'est pas une biographie de ma vie, quoi. C'est pas mon œuvre, ma vie, c'est vraiment un livre méthodologique, quoi. D'accord. Donc vous savez, ce qu'il vous reste à faire, descendre à la librairie du coin, acheter donc Freelance et l'aventure dont vous êtes le héros. Et du coup, alors, tu parlais de bootcamp. Alors déjà, c'est quoi un bootcamp ? Peut-être que voilà, les gens, il n'y en a pas tout le monde, sait ce que c'est qu'un bootcamp. Et c'est quoi ton bootcamp à toi ? Tu fais bien me poser la question parce que pour un des derniers projets que j'ai lancé qui s'appelle Indé, qui est une mini-série vidéo sur YouTube que j'ai lancé avec Samuel, on a été invité sur un plateau télé. Et donc à la fin, je parle de bootcamp. Et je pense que le journaliste rigolait à moitié, mais me dit à la fin, j'espère que c'est pas trop physique. Parce que c'est vrai qu'on a l'idée de, en fait, le bootcamp, c'est le camp d'exercice où tu vas l'été c'est un côté un peu militaire. Donc tu fais bien de poser la question, effectivement. Donc le bootcamp, c'est quoi ? C'est un programme en ligne, donc à distance, 100% en live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo préenregistrée, c'est vraiment on se connecte en live sur Zoom et ailleurs pour assister aux cours, aux conférences, etc. Et surtout, encore, tu es en petite promotion. Donc tu vois, c'est des promotions, là on est 27 sur la promotion 2, donc c'est petite promotion, 100% live, et ça dure 12 semaines. Et c'est 12 semaines globalement pour structurer son activité, trouver de nouveaux clients, et puis apprendre à se vendre, parce que la vente, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, même en école de commerce, qu'on apprend encore moins quand on a été salarié pendant 10 ou 15 ans. C'est difficile de se valoriser, c'est difficile d'appuyer sur ses forces, d'appuyer sur son positionnement, et donc voilà, on voit tout ça au cours des 12 semaines.
qui reprend le livre, c'est-à-dire que le livre est une bonne introduction au bootcamp, et bien sûr on va 100 fois plus loin parce que c'est un autre format, c'est du live, c'est des petites promos, donc je peux aussi accompagner chacun et chacune un peu plus spécifiquement, et voilà, donc tout ça sur 12 semaines. Pour en revenir à ton cœur de cible dans les freelances, quel est le truc le plus sous-estimé par les freelances que tu rencontres, que tu accompagnes? Je pense que t'as deux sujets. T'as le premier, c'est sur le positionnement. En fait, beaucoup, notamment sur des métiers créa ou techniques, se disent en fait, moi j'ai des compétences. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai pas besoin de me vendre, quoi. Les gens vont venir à moi parce que j'ai de l'expérience, je l'ai déjà fait, je maîtrise le sujet, etc. Et oublie que en fait, on est sur un marché où il y a une offre et il y a de la demande, et que c'est un marché qui reste concurrentiel, dans lequel il y a d'autres acteurs. Et donc parfois on pense un peu fleur au fusil que parce qu'on a fait 15 ans de boîte et 15 ans de marketing, ou 15 ans où j'étais illustrateur ou illustratrice, ou j'étais développeur, que en fait quand je vais me lancer en freelance, les gens vont venir à moi parce que j'ai créé un site internet et que j'ai mis à jour mon LinkedIn. Ça, je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait, et c'est parfois un excès de confiance. Alors parfois c'est parce qu'on ne sait pas trop comment communiquer, mais il y a aussi un côté excès de confiance où dans tous les cas les gens sauront me trouver s'ils veulent absolument bosser avec moi. Et ça, je trouve que c'est le côté sous-estimé de se dire en fait tu es sur un marché, et donc comme une entreprise tu dois te positionner, tu dois avoir des facteurs différenciants, tu dois avoir une communication différenciante, et tu dois montrer qu'est-ce que tu peux apporter, tu dois pouvoir projeter ton prospect dans un résultat final, dans des livrables, dans des offres, etc. Et cette partie-là, elle est très très sous-estimée. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on se lance, pendant 2-3 mois, ça vivote un peu, on a 2-3 opportunités, mais c'est rien d'incroyable. Et résultat, on s'est lancé, et en fait, il nous manque toute la boîte à outils, et on n'a pas mis tout ce qu'il fallait dans le sac à dos avant de partir en rando, quoi. Donc ça, je pense que c'est le point sous-estimé, et qui est très lié du coup au deuxième point, qui est, comme n'importe quel marché, encore une fois, il faut bosser sa crédibilité et sa légitimité. Et c'est pas parce que tu as fait 15 ans dans une boîte où personne, si ce n'est dans la boîte, a entendu parler de ce que tu fais, de tes projets, des réussites que tu as pu avoir, des actions que tu as menées, en fait, tu as tout ce retravail à faire quand tu te lances en tant qu'indépendant, de montrer en quoi on peut te faire confiance. Parce que le freelancing, c'est un business de confiance. On n'est pas sur un business de volume, quoique certains le fassent, mais en tout cas, moi, c'est pas ma conception du business freelance. Et donc, on est sur un business de confiance dans lequel, avec 10 clients à l'année, tu peux très très bien vivre. Je veux dire, sur 2021, j'ai eu 10 clients. C'est simple, j'ai eu 10 clients, et c'est largement suffisant. Même si j'avais pas eu Tribu Indé, j'aurais très bien... j'avais pas de soucis d'un point de vue financier. Donc à partir du moment où tu as un business de confiance, la personne en face de toi, avant de travailler avec toi, elle va se dire, ok, est-ce que je peux avoir confiance dans Jean-Michel pour pouvoir m'accompagner sur tel et tel sujet? Pour qu'il arrive à la conclusion que oui, Jean-Michel est la bonne personne, en fait, il faut que tu puisses lui montrer d'abord, avant d'échanger avec lui, qu'on peut faire confiance à Jean-Michel. Par du contenu, par des interventions, par une proposition de valeur qui est claire, par un intitulé de job qui est clair, par des références que tu as pu avoir, X, Y, Z. Et tu n'as pas besoin de faire un site avec 50 pages, ça peut être très bien. Moi, j'ai envoyé dans des Google Docs, et il y avait des Google Docs qui étaient accessibles sur mon LinkedIn pour voir les différentes missions et projets que j'ai fait. Donc, c'est pas une question d'outils, de compétences, etc. C'est juste de montrer ce que tu as déjà fait, de montrer ton savoir, ta valeur, les projets sur lesquels tu as bossé même quand tu étais en entreprise, parce que c'est de ça dont les gens ont besoin pour décider de bosser avec toi ou pas. Oui, donc du coup, comme tu dis, une fois je suis salarié, il ne faut pas que je me coupe du reste du monde et rester que dans ma sphère, mais de continuer à communiquer. Éventuellement, on a LinkedIn qui nous sert à ça, faire de vrais articles, de beaux articles, parler de nos réussites, de nos talents, de ce qu'on sait faire. Pour, comme tu dis, peut-être que ça va durer 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, mais on saura que tu es toujours là, que tu existes, et on connaît tes talents, et voir aussi ce qui est intéressant dans une entreprise. C'est l'évolution, on arrive à un poste, et puis on évolue, on arrive à comprendre. Donc d'entretenir ça sur la durée, peu importe le média, LinkedIn, Instagram, un blog ou un podcast, mais du coup, comme tu as fait toi, tu as travaillé ta visibilité en tant qu'étudiant, qui a entraîné une crédibilité. Exactement. Et qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. D'où l'importance de commencer aussi tôt, et potentiellement, tu vois, de se préparer en amont, un peu en sous-marin, comme moi j'ai pu le faire, de dire, ok, avant de quitter mon job, est-ce que je peux pas
nouer des contacts, rencontrer des personnes qui sont déjà freelance dans les mêmes sujets que moi. Est-ce que je peux pas commencer à prendre la parole sur LinkedIn? Pas pour dire que tu es freelance, mais juste pour parler du métier, de ta vision de tel et tel marché, tu vois, juste de commencer à semer quelques graines en amont pour pouvoir récolter une fois que tu t'es lancé quelques mois après, par exemple. Du coup, je voudrais aborder un autre sujet parce que toi, tu as fait tes études sur Rennes, tu es monté sur Paris. Bon, là, tu m'as appris que tu venais de repartir. Mais je voudrais te poser, toi qui as eu cette vision parisienne, Ouais. J'ai été surpris à l'heure actuelle. Donc, j'ai écouté un podcast la semaine dernière et c'était sur le. Il y a eu, tu sais, sur LinkedIn, tu peux mettre un logo Open to Work. Et il y a eu un débat. Il y a eu un débat sur Clubhouse et les gens autour de la room étaient totalement contre. Alors, c'était plutôt des Parisiens ou de personnes peut-être de grosses boîtes aussi et qui étaient totalement contre, qui dénigraient totalement ce logo. J'ai décidé d'en faire un post parce que moi j'étais choqué d'un simple logo déclenche autant de réactions. Je poste sur LinkedIn et j'ai des réactions, bon, j'en ai jamais autant eu, mais totalement inverses, où les recruteurs qui postaient, parce que la cible était là, trouvaient que ça c'était tout à fait normal. Donc c'était des recruteurs de toute la France, ça a été vraiment très large. J'ai même eu des gens de l'étranger et une approche à 90% totalement différente. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la province et Paris et ces grosses boîtes? Alors, je sais pas s'il y a un décalage entre, par exemple, des RH parisiens et des RH en région. Et je pense que, pour être honnête, j'ai pas ce point de vue-là et je connais pas suffisamment bien le marché là-dessus. En revanche, je trouve que moi, c'est une bonne. Je vois pas le mal dans le fait de dire que tu es ouvert à des collaborations sur LinkedIn, tu vois. Surtout que ça existe déjà en sous-marin sur LinkedIn où tu peux dire je suis à la recherche d'un job. Là, tu le montres. C'est le même paradigme et c'est la même comparaison que tu peux avoir pour les freelances. Regarde, on reproche pas aux freelances d'être sur des plateformes et de montrer qu'ils sont disponibles pour bosser, tu vois. Et pourtant, je peux te dire que les recruteurs ou les centrales d'achat ou les équipes, elles sont très contentes de pouvoir savoir que tel et tel freelance est disponible. Donc je pense que ça dépend, à mon avis, des boîtes, de la maturité, des services, etc. Et en fait, ça reste un logo, tu vois. C'est pas non plus ça va pas changer ça va pas changer les choses. Regarde sur LinkedIn, il y a plein de freelances qui disent voilà, je fais X, Y, Z, j'accompagne telle et telle boîte, j'ai accompagné récemment telle boîte, et d'ailleurs j'ai encore une place de dispo pour le mois de février. Si vous êtes intéressé, discutons-en. Quelle est la différence entre créer un post pour dire j'ai de la dispo, je suis ouvert à travailler avec vous, et le fait de l'avoir dans un logo? À la limite, pour un RH, je me dis tu gagnes du temps en fait. Tu vas sélectionner que les personnes, ou je sais pas si tu as des filtres, etc. du côté recruteur, ou tu peux les sélectionner simplement par les gens qui sont open to work, ouverts à collaborer sur d'autres projets. Moi, je trouve que ça envoie aussi un signal. Je trouve que c'est... Ouais. De toute façon, c'est la philosophie Clubhouse. On aime bien casser sur tout ce qu'on peut dès qu'on peut le faire sur un podcast, quoi. D'accord. Allez, pour terminer sur mes questions... quel conseil, donc, à part lire ton livre et écouter le podcast, quel conseil tu donnerais à une personne qui décide de se lancer dans le freelancing? Eh bien écoute, je lui dirais de ne pas se lancer trop tôt et trop vite surtout. Plutôt trop vite que trop tôt. Et c'est un peu ce que je te disais, tu vois, sur ta dernière question. En fait, c'est quand même un changement de carrière qui est conséquent. Tu passes par exemple d'une société... où tu as été salarié dans des équipes et tu es quand même plutôt protégé, entre guillemets, il peut pas t'arriver grand-chose, si ce n'est de te faire licencier ou autre, mais ça reste quand même marginal, je me retrouve dans un aquarium où en fait je suis un poisson parmi tant d'autres et il peut tout se passer, quoi. Et j'ai le contrôle sur tout, ce qui est très bien, et en même temps, du coup, il y a tout à construire. Donc moi, un des conseils, c'est de bien préparer ce changement de vie potentiel et de le faire en amont. Et ça passe par, si je pouvais donner un conseil, une action qui peut être très simple à faire même à la fin de ce podcast-là, c'est d'aller s'immerger dans ce futur écosystème que vous allez rejoindre.
as parlé du livre, du podcast, effectivement, c'est très bien. Il y a plein d'autres podcasts qui existent. Malheureusement, il n'y a pas d'autres livres sur le freelancing en France, mais il y a d'autres podcasts sur le freelancing. Mais c'est surtout, on a parlé de LinkedIn un peu en fil rouge sur tout l'épisode. C'est une énorme place pour aller rencontrer des nouvelles personnes. Et donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est qu'avant de se lancer, etc., c'est de s'immerger un peu dans l'écosystème et de provoquer des rencontres, de provoquer des échanges avec des gens qui se sont déjà lancés, qui sont déjà freelance, pour qu'ils puissent vous raconter leur quotidien, à quoi ça ressemble. Et ça peut être en asynchrone, par message, ou ça peut être sur un café, sur un quart d'heure, avec quelques questions. Moi, par exemple, tu vois, c'est ce que je faisais même quand j'étais salarié. Toutes les semaines, je me forçais, entre guillemets, à aller déjeuner avec une nouvelle personne par semaine. On se dit, une nouvelle personne, bon, c'est pas tant que ça. À la fin de l'année, c'est 52 nouvelles personnes que tu as rencontrées, avec qui tu as passé un déjeuner. Bien sûr, toutes ces personnes-là ne sont pas devenues tes amis et c'était pas incroyable, mais au moins tu as rencontré des personnes, tu as découvert d'autres manières de penser, d'autres méthodes, etc. Donc moi, ce que je dirais, tu vois, le conseil, c'est aller discuter avec des personnes qui sont déjà freelance et qui peuvent vous aider. Arrivez avec 3-4 questions bien précises. Faites le travail avant de vous renseigner sur chacune de ces personnes-là et posez-leur vos questions en amont. Ça vous permettra de vous préparer et de savoir plus ou moins déjà ce qui va pouvoir se passer pour vous au moment où vous allez vous lancer. Ouais, c'est ça, la force du réseau, elle est là, d'aller s'enrichir des connaissances des autres, de prendre des informations, ce qui marche pas. Et après, voilà, d'aller, comme tu dis, c'est une super idée d'aller manger avec une personne. Je pense que c'est pour pas mal de gens, c'est pas quelque chose d'évident. On dit, c'est facile, mais d'aller manger avec une personne différente toutes les semaines, je trouve que ça peut être un bel objectif et un beau challenge pour certains. Mais tu peux même le faire, tu pourrais faire des visio-cafés. Te dire, à 14h, de 14h à 14h15, je sais pas, une fois par semaine, tu rencontres quelqu'un sur un quart d'heure. Et si tu arrives en contactant une personne, en lui disant, voilà, moi j'organise des cafés visio ou des visio-cafés. Ça dure un quart d'heure. L'idée, c'est qu'on discute rapidement de quelques questions. Ça dure vraiment 15 minutes, le temps de se prendre un café. Franchement, oui, tu auras des noms, tu auras des gens qui n'auront pas le temps, mais je suis sûr que la majorité vont dire ouais, écoute, pourquoi pas, c'est toujours une rencontre. Ça dure un quart d'heure, c'est pas très engageant. Un quart d'heure dans une journée, c'est possible. Et bien sûr que toutes les rencontres ne seront pas incroyables, ou tu vas dire c'est incroyable, mais il suffit que dans, les 30 rencontres que tu fasses, il y en a 5 avec qui ça matche vachement bien, avec qui vous restez en contact, etc. C'est potentiellement des personnes qui peuvent t'introduire dans l'écosystème, qui penseront peut-être à toi le jour où ils ont des missions, et c'est toujours des personnes que tu as dans ton réseau au cas où un jour tu as besoin d'aide sur X ou Y sujet, quoi. Super. Mais écoute, merci pour ce dernier conseil. Allez, je vais passer aux 3 dernières questions que je pose à tous mes invités. Alors, je vais commencer par la question la plus dure pour toi, je pense. Ton livre préféré ou ton livre du moment, peut-être? Parce que vu que tu es un boulimique de littérature, je sais que ça va être très difficile. Ouais. Mais voilà, ça serait quoi ton livre préféré? Ou alors, pourquoi pas le livre du moment? Écoute, je vais te parler de mes livres du moment. J'en ai 2 en ce moment. J'aime bien, j'ai toujours un livre business et puis un livre de fiction. Et écoute, je n'avais pas lu jusqu'à maintenant Dune, qui est un livre de science-fiction. J'ai été voir le film et c'est... Mon livre préféré. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mon livre préféré. Ouais, j'ai profité, là, il y avait une version un peu collector, anniversaire, donc avec une refonte un peu de l'écriture, etc., un peu plus moderne. Et donc voilà, je lis ça le soir, je trouve ça absolument génial là-dessus. Et en livre business... je lis un livre qui s'appelle One Call Closing, qui est un livre plutôt commercial, d'un gars qui s'appelle Claude Whitaker, je sais pas trop comment on le dit, qui est un américain. Si tu vois la couverture, franchement, c'est à l'ancienne, c'est un gars en costume qui te tend la main, etc. Je crois que c'est un livre qui date de 2005 ou 2006. Et qui est un livre qui t'explique, donc c'est un ancien commercial dans des boîtes tech, et qui explique un peu comment lui gérer la partie closing pour aller signer des deals, etc. Et c'est extrêmement intéressant. C'est un livre assez court qui fait, je crois, 150 pages, que j'ai pas encore terminé à 100%, mais il y a des très bons tips, il y a des bonnes manières de penser, tu vois, notamment par exemple... une chose que j'ai testée et qui fonctionne plutôt bien maintenant pour filtrer certaines demandes clients que je peux avoir, c'est d'annoncer ton prix dès le démarrage, mais pas d'annoncer un prix, de dire voilà ça coûte tant, mais plutôt sur ce genre de projet, on sera sur un maximum de 5K, 10K.
ce qui permet déjà d'ancrer de la personne. Et ensuite, bien sûr, tu vas redescendre au fur et à mesure du besoin. Mais voilà, c'est des petits sujets comme ça. One call closing, c'est très très bien. En plus, en Kindle, il vaut je sais pas, quelques euros. Donc ouais, c'est une bonne reco, j'aime bien. Voilà, livre du moment. Quelles sont tes valeurs? Écoute, je peux te donner, chaque année, j'aime bien me donner 3 mots qui dirigent un peu l'année. Et là, tu vois, sur 2022, les 3 mots, c'est focus. Donc pour faire moins de choses, mais aller plus en profondeur. Tu vois, c'est pour ça que je reviens par exemple sur le podcast. C'est pour ça qu'il y a certains réseaux sociaux que je vais arrêter. Je pense à Instagram, en tout cas, que je vais mettre un peu en stand-by pour me refocaliser sur quelques projets dans l'année. J'ai le deuxième mot, c'est care. Donc prendre soin aussi des auditeurs, de la communauté, des clients du bootcamp, etc. Et de passer encore plus de temps avec eux. Et le troisième mot qui est qualité, d'élever encore plus la qualité de ce que je peux faire et de ne pas me reposer sur tout ce que j'ai déjà fait, que ce soit les interviews de podcasts, le livre, etc. Mais d'aller chercher, puisque là je bosse sur les fondations et je continue de travailler sur les fondations que j'ai posées, de me dire, ok, par exemple sur le podcast, comment est-ce que je peux augmenter de 5%, de 10% la qualité par rapport, et de ne pas me reposer sur mes acquis et sur mes lauriers, sur ce qui a été fait sur le podcast. Donc voilà un peu les 3 mots. C'est pas vraiment des valeurs, je te réponds pas à 100% à ta question, mais je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien me donner 3 mots qui dictent un peu mon année et qui donnent une direction à l'année. Et pour terminer, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te tient à cœur, qui t'anime peut-être le matin? Écoute, je suis pas très très citation. En revanche, j'aime bien, une fois par an, je relis un livre qui s'appelle Lettres à Lucilius. Donc c'est entre Sénèque, qui est un stoïcien, et Lucilius, qui est plutôt un épicurien. Et donc c'était leur conversation, et il y a plein de petits thèmes. Et je me suis renoté une phrase dont j'ai parlé en fin d'année dernière, que je vais te lire et qui, je trouve, est assez intéressante. Et qui donne un peu, et qui explique un peu aussi tout ce que j'ai fait, et pourquoi est-ce que j'aime bien avoir différents projets, pourquoi est-ce que j'aime bien aussi le temps long. Cette phrase-là de Sénèque nous dit: ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue et une somme suffisamment généreuse de temps nous a été donnée pour accomplir de belles choses, à condition de bien l'investir. Et je trouve qu'elle est intéressante parce que on part tous avec, s'il y a un truc sur lequel on est tous égaux, c'est le temps qu'on a sur nos projets, c'est le temps qu'on a sur chacune de nos journées, à chacun de l'investir comme il l'entend. Mais je trouve ça intéressant de se dire, en fait, on peut tous accomplir des belles choses, on peut tous aller chercher des projets qui nous plaisent, etc., à condition d'y investir du temps et de se focaliser sur des choses qui vont avoir le plus d'impact pour développer tel ou tel projet. Ça nécessite de faire des compromis, ça nécessite aussi de dire non, de refuser d'autres choses pour se concentrer sur une chose bien précise qui, avec le temps, en fait, va se développer progressivement. Tu vois, si tu vois après 10 épisodes de podcast, tu dis ouais, j'ai fait 10 épisodes, ça paraît petit, etc. Mais mis bout à bout sur 2-3 ans, en fait, tu as une centaine d'épisodes, tu as commencé à créer un gros actif immatériel sur Internet. Et donc voilà, c'est un peu cette citation que j'aime beaucoup, qui est sur cette notion de se concentrer sur des choses qui comptent et de faire confiance au temps long. Ok, écoute, merci Alexis pour cette citation. Et encore merci, voilà, l'interview touche à sa fin. Je te remercie une nouvelle fois d'y avoir participé. Voilà, je suis sûr que les gens qui nous écoutent vont récupérer plein de bonnes idées sur le freelancing et pour qui vont oser se lancer dans cette belle aventure. Encore merci à toi. Je t'en prie, merci à toi Jean-Michel. Allez, bonne fin de journée. Ciao. Et voilà, l'interview est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter l'interview que moi à la faire et que surtout, vous avez appris plein de choses, notamment sur le freelancing, sur le copywriting, sur les bootcamps, si ça vous a donné peut-être envie d'en faire. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que vous avez envie d'acheter son bouquin pour vous lancer dans le freelancing, pour avoir toutes les clés pour réussir dans cette activité-là. Le parallélisme aussi, si vous avez vu, vous êtes capable, on est capable de faire des choses, des activités en parallèle si on a tous les outils pour les faire. Vous allez retrouver tous les liens pour retrouver Alexis dans les notes de l'épisode. Donc une fois l'épisode terminé, allez voir, allez cliquer sur son profil LinkedIn, sur son compte Insta, sur son podcast qui, comme il vous l'a dit, il va bientôt redémarrer. Donc n'hésitez pas, mettez-les dans vos favoris.
Et moi, vous savez, pour moi, ce qui compte beaucoup, vous savez ce qui compte beaucoup pour moi? Eh oui, je sais que c'est pas toujours évident. Allez me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify aussi maintenant. Et si vous êtes sur aucune des deux plateformes, ben, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Partager l'épisode. Tiens, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un passage à l'action. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de faire du freelancing, qui hésite? Eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Ben, en premier, c'est de partager mon épisode. Après, c'est d'aller acheter le bouquin d'Alexis. Mais partagez cet épisode autour de vous. Je vous en remercie par avance. Eh bien moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.